Ah, c'est chaud. J'ai fait ça, moi? Et salut, moi c'est Margot du blog Couture Débutante de la marque Petit Patron, c'est des patrons de couture, et du blog de voyage Haut et Puis. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une expérience un peu dingue. Comment j'ai survécu à une école de mode pendant 3 ans. Dans le premier épisode, je vous ai raconté comment j'ai débuté la couture à 7 ans et tout ce que j'ai fait jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, à 19 ans j'avais redoublé, j'ai eu mon bac. Un bac littéraire, option art plastique, rien de folichon. Et là, j'ai intégré une école de mode, donc c'est une école privée qui est à Roubaix, dans le nord de la France. Et j'ai commencé une aventure de 3 ans. Cette école, elle avait pour but de me former au métier de styliste et de modéliste. C'est une double formation. Alors, je vais faire un résumé parce que ça pourrait être très très long. Le styliste, c'est plutôt le créateur, celui qui a l'imagination, donc c'est celui qui va dessiner le modèle, qui va choisir les tissus, qui va imaginer la collection, qui va réfléchir à l'utilité du vêtement pour qu'il réponde à un cahier des charges qui peut être stylistique, mais aussi très pratique. Imaginons quand on travaille dans le sport. On ne fait pas un vêtement pour qu'il soit joli, on le fait avant tout pour qu'il réponde aux besoins du futur utilisateur. Donc ça, c'est toute la partie stylisme. Le modélisme, c'est beaucoup plus pratique, c'est celui qui va créer le vêtement. Il a un dessin, on lui a dit tu me fais ça, tu me fais une jupe droite avec 3 poches, 50 zips et 2 boutons. Et ben lui, il va prendre une feuille de papier ou un mannequin et il va créer ce modèle. Il n'est pas là pour l'imaginer, il est là pour le rendre en 3 dimensions. Donc ensuite il va faire tous les réglages, il va travailler avec le styliste. C'est vraiment 2 métiers qui sont complémentaires, qui sont très différents. Mais il y a des ping-pong qui sont entre les deux. On peut très bien choisir de se former qu'à une des 2 disciplines, même si beaucoup d'écoles vont essayer de vous former plus ou moins aux 2. Il y en a qui forment bien aux 2, il y en a qui forment très bien à l'un des 2 métiers. Il y a tellement d'écoles de mode qu'il y a plein de versions de ces formations. Donc moi j'avais choisi cette école, j'ai longtemps hésité parce que je voulais absolument la double formation. Je savais que j'allais adorer le modélisme, mais j'étais hyper intéressée par la création, puisque c'est un peu ça qui nous fait rêver, surtout quand on est adolescent, qu'on regarde les défilés de haute couture et compagnie. Bon bah voilà, moi je rêvais d'être styliste. C'était une école privée, c'était pas prévu initialement. Je pensais faire un BTS, puis en me renseignant, on m'a vivement conseillé de faire une école privée. Pour une raison qui malheureusement s'est vérifiée à plusieurs reprises pour moi, c'est que pendant les entretiens, on vous demande pas ce que vous savez faire, quelle est votre expérience, on vous dit tu sors d'où. Et donc là, c'est pratique d'avoir un nom d'école. C'est pas indispensable, mais on va pas se mentir, ça a tendance à ouvrir un peu de portes. Par contre, ça enferme aussi, parce qu'il suffit que le recruteur ait eu une fois un élément d'une école qui était vraiment incompétent et c'est foutu. Moi ça m'est arrivé une fois quand je suis arrivée et qu'il a lu le nom de mon école, il m'a dit alors plus jamais je prends un élève de cette école de merde. Mais c'est dommage en fait, parce que ça tombe, c'était juste un mauvais cas, mais c'est un peu le milieu de la mode qui est comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais survécu. On va y venir. Parlons donc de ces 3 années. Alors, j'ai fait ma rentrée le 10 septembre 2019, c'est une date que j'ai jamais oubliée. En fait, c'est parce que 10 jours avant, je me suis fait opérer de la mâchoire et que j'étais terrifiée à l'idée d'arriver comme ça après mon opération qui s'est fait assez rapidement et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de dire « Je vais rentrer en école de mode, je veux pas être déformée !» Et j'étais adolescente, les gars. Donc, ce jour-là, je suis arrivée dans mon école, qui est donc dans le nord. Moi, je suis pas allée à Paris. Clairement, j'avais pas les moyens. Et mes parents non plus. Déjà que là, c'était un sacré investissement. On s'est dit que ça suffirait. Voilà. Et moi, j'avais beaucoup de peur. La première, c'était le type de personne avec qui j'allais être en école. La mode, c'était une évidence pour moi depuis toujours. C'est ce que je vous ai raconté dans la première vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets là si j'y arrive. Sinon, il y a forcément le lien en dessous. Je vous dis ça comme ça. Donc, ce qui m'inquiétait, c'était de tomber finalement sur des profils déjà peut-être un peu trop filles et fils de riches, puisque c'est une école qui est extrêmement chère. À l'époque où je l'ai fait, c'était 8 500 € l'année et il y a 3 ans. Donc, c'est super cher.
Et j'avais peur en fait de tomber avec des personnalités un peu imbuvables ou des enfants pourri gâtés. Et en toute franchise, j'ai eu une bonne surprise, c'est qu'il y avait très peu de ces cas-là. Ça a été une première bonne nouvelle. On était quand même très nombreux à être, on va dire, un peu limite pour se piller cette école. D'ailleurs, moi, ma meilleure amie, Noémie, que vous connaissez, qui travaille maintenant avec moi, je l'ai rencontrée là-bas et elle avait fait un prêt étudiant qu'elle vient tout juste de finir de rembourser. Quand je dis tout juste, c'était le mois dernier et on est sortis il y a 6 ans. C'est dire. Donc j'avais un peu peur. J'avais aussi peur que ça parle de maquillage, de choses superficielles qui me correspondaient pas. Parce que moi j'adorais créer des vêtements, mais j'étais pas une fashion victime, j'ai jamais été ça. Et d'ailleurs tous mes proches étaient inquiets à l'idée que je parte dans ce type d'école. Et ils avaient peut-être raison en fait. On verra. Comment ça s'est passé ? L'organisation de mes journées, c'était hyper simple puisque ça a été la même chose de la première à la dernière année. En fait, on travaillait en demi-journée. On avait soit le matin 3 heures de stylisme et l'après-midi 3 heures de modélisme, soit l'inverse. Ça dépendait. On avait quelques petits cours en plus du genre anglais qu'on a dû avoir, je sais pas, 5-6 fois. Très utile. Des cours d'informatique où là encore on n'en a pas eu énormément. Donc quand je dis informatique, on nous a un peu montré Illustrator, Photoshop qui sont deux logiciels très pratiques pour nos métiers. Et Modaris qui est un logiciel de modélisme. Tous ceux qui sont passés sur ce logiciel savent à quel point c'est fun, génial. C'est un logiciel pour faire des patrons sur ordinateur qui est horrible à comprendre, qui est chiant, qui n'est pas fun, qui est tout gris et qui en plus coûte tellement cher qu'en fait il n'y a que les très grosses boîtes qui l'utilisent. Donc moi je l'ai pas ce logiciel et je crois que je suis pas mécontente tellement j'ai détesté apprendre là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Donc moi en première année j'avais modélisme le matin et stylisme l'après-midi. Donc on a commencé par apprendre les bases parce que dans cette école, ça dépend complètement des écoles, en tout cas dans la mienne, on nous demandait pas d'avoir particulièrement de compétences, donc c'était pas forcément utile de savoir coudre, de savoir faire des patrons, de savoir dessiner. La preuve, je ne savais pas dessiner. Je venais de faire 1 ou 2 années de cours du soir de dessin à l'ESSAD, qui est une super école publique d'art, et ils font des cours pour adultes le soir, donc je me tapais l'aller-retour tous les mercredis pour essayer de progresser, mais ça n'a jamais rien donné. Rien du tout. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à obtenir un peu de résultats au bout de 3 ans. Donc moi, j'avais un avantage, je savais coudre, comme Noémie, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on est devenues copines, on était à côté et on se comprenait. Donc on nous a appris les bases, enfiler une machine que tu transportes tous les jours dans le métro, un vrai plaisir puisque à 8 500 € l'année, tu ne peux pas en avoir à disposition. Faut aussi dire qu'il y a quand même quelques cas qui ne savent pas respecter le matériel. On sent qu'on sort de l'adolescence et qu'on n'est pas encore totalement formé là-dedans. Bon. Donc on nous a appris les bases et on faisait ce qu'on appelle les maquettes, c'est-à-dire qu'on prenait des petits morceaux de tissu et on apprenait toutes les techniques. Coudre un bouton, coudre un zip, faire une pince, faire une poche passe-poilée, faire une poche zippée passe-poilée, faire une poche à rabat double passe-poil. Des trucs fun quoi. Et en même temps on apprenait les bases du modélisme, donc dessiner un corsage de base, dessiner une jupe de base, pour après faire des modèles sur mesure. Donc au début c'est pas hyper fun, déjà parce que tu te prends une claque qui est en fait, c'est pas très artistique. Non, c'est des maths, c'est de la géométrie, c'est du calcul, c'est des additions, c'est des règles de 3, c'est des truc un peu traumatisant. Du coup, si t'aimes vraiment pas les maths, le modélisme, ça va te saouler. Par contre, si t'aimes les maths, vas-y fonce hein. Moi j'adorais ça et je me suis éclatée. Du coup, en modélisme le matin, j'ai appris à construire des bases et on faisait des modèles imposés, comme le plus basique pour démarrer, la jupe. Donc là, elle est pas fun, mais on avait des choses imposées, comme par exemple, on a travaillé en bicolore, c'est-à-dire que le tissu est d'une couleur douteuse entre le marron et le kaki, et mes surpiqûres sont en bleu.
pour pouvoir apprendre à faire des subpiqûres droites et que les profs puissent bien vérifier rapidement qu'elles sont droites avant de te dire de les refaire. C'est pas grave, ça t'entraînera. Ouais, non, en vrai, c'est un super entraînement. Donc voilà, là, on a eu plein de difficultés. On a appris à faire ce qu'on appelle une ceinture en forme. Donc c'est une ceinture qui va épouser le corps, qui est indispensable dès l'instant où on monte au niveau de la taille, par exemple. On a fait une jupe, limite crayon, je crois, celle-là, des découpes, passage de pince, la pose de biais, de passepoil, la pose d'un zip propre et la fente. J'ai détesté faire ça et je déteste toujours, mais il faut apprendre. Donc en fait ça va vite, ça va super vite, l'année passe à une vitesse incroyable et on doit apprendre plein de trucs. Donc il y a la jupe, tout de suite après on a enchaîné avec la classique chemise. Donc encore une fois c'était un modèle imposé. Là on avait le travail des fronces, la pose des boutons, il y a 50 000 boutons, mais au moins tu sais les faire tes boutonnières. On a des découpes, il y a des manches, le poignet froufrouté, le col droit montant à froufrou, et le tout dans un voile de coton blanc. Alors là c'était pour nous apprendre à être délicat, puisque à la moindre tâche c'était je sais pas combien de points en moins, où on devait recommencer je pense. Et le voile de coton c'est vraiment une matière qui est relou à coudre. Donc voilà, c'est pas super fun techniquement parlant, par contre t'apprends énormément et c'est franchement en première année que t'apprends le plus de choses parce que tu pars de zéro et t'arrives, tu sais déjà faire des choses basiques puisque tu sais faire une jupe, une chemise et une robe, puisque en fait la robe c'est la réunion de la chemise et de la jupe techniquement parlant, je m'entends. Donc ça c'était en modélisme. Et en stylisme, là aussi j'ai appris les bases. Pour moi c'était beaucoup plus difficile. J'ai appris des trucs hyper fun au début, comme, attention je vous le mets dans le bon sens, faire des aplats de couleurs. Donc on apprenait à nos couleurs, oui vraiment. On apprenait à reconnaître des couleurs dans des photos. Donc on prenait des photos comme ça et on essayait de tirer les couleurs, d'obtenir la même chose pour apprendre à construire des planches d'inspiration. Une planche d'inspiration c'est indispensable, c'est des trucs un peu comme ça. Donc ça c'est je pense ma toute première planche. Hein. C'est vraiment réunir des photos qui pour nous racontent une histoire quand on les réunit, qui vont répondre à des thématiques. Donc forcément en école on fait des dossiers toutes les semaines quasiment. Donc on a tout le temps des thématiques. Je ne sais pas ce qu'était cette thématique là. En tout cas c'était l'enfant a priori. Mais on pouvait avoir des contraintes comme faire du vêtement de sport, travailler le costume, ou alors c'était travailler le volume, travailler la rondeur, travailler un type de matière, travailler l'imprimé. Donc nous on nous imposait des thématiques sans arrêt pour vraiment pousser notre créativité et se surprendre et progresser. Donc en fait on a passé, on va dire 2 ans à dessiner des collections qui n'ont jamais vu le jour, parce qu'on dessinait beaucoup plus vite qu'on apprenait en modélisme, c'est logique, c'est pas le même rythme. Donc on a d'abord appris à faire des belles silhouettes, et là vous allez rire, hein, parce que c'était pas trop mon truc. Alors vous allez vous dire, elle est pas si mal, hein, mais là je peux vous dire que ce visage, ce n'est pas le mien, que ces seins, c'est pas moi qui les ai faits, que ce travail d'ombre, oh peut-être, vu comme c'est mal fait, oui. Donc on a appris vraiment les bases, puisque la silhouette de mode, c'est pas du dessin de nu, même si on avait des cours de dessin de nu une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. C'est vraiment des silhouettes qui sont très allongées, pour vraiment vous rappeler que le vêtement, bon il est pas pensé pour l'humain. Non, c'est un style, voilà. Donc on apprenait tout ça, moi j'étais super mauvaise. D'ailleurs, la preuve, quand c'est moi qui dessine, ça se voit. Le rouge, c'est les corrections. Donc en première année, le stylisme pour moi n'était pas un coup de cœur, mais alors pas du tout. La preuve avec la continuité, hein, ces dossiers, ah la vache. Le non-talent. Non mais c'est pas si mal, mais quand on voit ce que faisaient certains, je ne veux pas regarder ça. C'était pas terrible. Par contre, ce que j'aimais bien, c'était quand même qu'on pouvait imaginer des choses. Donc on crée des dossiers, on a appris à faire nos silhouettes, mais en fait la silhouette de mode n'est quasiment pas utilisée dans la vraie vie.
à part les créateurs de mode ou peut-être les créateurs de robes de mariée ou de vêtements sur mesure, mais sinon on ne fait jamais de belles silhouettes, on fait ce qu'on appelle du dessin technique. Le dessin technique, c'est ça. C'est un dessin en noir et blanc ou en couleur qui montre juste tous les détails du vêtement pour que toutes les personnes qui vont intervenir sur ce projet-là puissent le comprendre. Donc on a un peu une espèce de lecture universelle. Et donc on a appris à faire ça d'abord à la main et moi très vite a priori je l'ai fait à l'ordi, je suis assez contente. Je me suis forcée mais je l'ai pas regretté en dernière année parce qu'on devait pondre une quantité de dessins techniques et à la main c'était super long. Donc on crée des dossiers, voilà. Je ne sais pas quel était le thème de celui-là puisque en fait il s'abîme avec le temps. Mais voilà, on devait faire des essais de motifs, de ceci, c'est des poumons, je sais pas pourquoi, mais j'avais fait des poumons en tissu. Et alors moi ce que j'aime bien, c'est que je rigole un peu, puisque quand j'ai remis le nez dans tous mes dossiers, j'ai découvert qu'à peu près 2 dossiers sur 3 où il y avait de l'homme, il y avait Mika, et du coup j'ai tenté mes premières silhouettes de leur mettre des cheveux bouclés, hein. J'étais déjà un peu fan apparemment. Donc ça c'est les premiers dossiers et typiquement là je n'ai rien fait de ça. Par contre, à la fin de l'année, on avait progressé en modélisme, on avait progressé en stylisme pour la plupart, sauf peut-être pour moi. Non, j'étais pas toute seule. Noémie aussi a été comme moi, plus à l'aise en modélisme. Et donc l'un des derniers dossiers qu'on a fait, c'était le dossier de la robe. Et c'était un mythe. On l'attendait. Vous voyez? Et ben ça, c'est la première robe que j'ai dessinée et que j'ai réalisée aussi. Alors. Ouais. C'est la même. Donc, c'est le projet de fin d'année pour les premières années. Donc on avait une thématique, nous c'était le col, les manches et la rayure. Thématique de ce dossier-là. Et on devait dessiner des robes et on en a eu une qui a été sélectionnée, qu'on a fait en modélisme. Alors pour nous c'était vraiment palpitant. C'est la première fois qu'on dessinait un modèle et qu'on allait le réaliser. Parce que jusque là on avait des modèles imposés, des chemises col montant hyper modernes, des jupes droites, pas trop à notre goût avec une fente, c'est pas trop le kiff. Donc on faisait plein de trucs comme ça et c'était pas palpitant. Que là, c'est notre création. Et alors moi je suis partie sur du lin puisque je voulais vraiment essayer de travailler les matières naturelles déjà et que j'adorais le lin. J'ai toujours eu un goût pour la rayure, toujours. Ça ne m'a pas quittée, ça ne m'a jamais quittée puisque derrière il y a la photo que je vous ai montrée de ma toute première création rayée. Si là tu te dis de quoi je parle, et ben c'est dans la première vidéo, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Bon, elle... J'en suis fière parce que c'est ma première robe et qu'elle a défilé parce que dans mon école c'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a un défilé pour montrer les créations des élèves tous les ans et il est vraiment très très beau. C'est un super beau défilé donc c'est très flatteur la première fois que tu as un de tes vêtements qui défile parce que pour beaucoup on était allé voir le défilé des années précédentes pour voir à quoi ça ressemblait cette école, ce qu'ils faisaient pour rêver. Donc là j'ai une robe. Il y avait toute ma famille pour la voir. Elle est restée 3 secondes. Donc cette robe, elle est... Et ben franchement, je l'aime toujours bien. Mais j'ai des souvenirs avec elle parce qu'en fait, ceci n'est pas un tissu rayé que j'ai trouvé comme ça. Non, dès la première année, j'ai eu envie de faire mes tissus. Donc, je pris du temps pour faire... des rayures moi-même. Tout est cousu, donc il a fallu couper des bandes, tout aléatoire parce que je voulais que ça soit des rayures aléatoires. Il a fallu les coudre ensemble, les surjeter, tout devait être surjeté de la couleur du tissu. C'était long, c'était très long, mais c'est ma toute première robe. Et avec elle, je suis passée en deuxième année. La deuxième année a été pour moi l'année la plus difficile parce que là je vous ai raconté toute la partie un peu fun de la première année. Ce qui pour moi a été un peu pas vraiment difficile mais ça m'a un peu déstabilisée, c'est qu'arrivée en première année, donc je vous ai dit cette école a coûté 8500 € à mes parents. Merci.
pour cette première année. Et en fait, dès le premier jour de classe, on vous annonce qu'il y a encore des frais. Et c'est quelque chose qu'on m'avait pas prévu. C'est quelque chose qu'on m'avait jamais dit. J'avais rencontré des anciens élèves de cette école-là, des élèves actuels dans l'école. J'ai rencontré des gens qui avaient plein d'écoles différentes pour essayer de me faire une idée de ce qu'allait être l'avenir si je faisais une école de mode. Puisque pour nous, la grosse inquiétude, c'était vraiment est-ce que je vais trouver du travail? Parce que concrètement, de réputation, la mode, c'est bouché. Et forcément, nous on avait très peur de ça, surtout mes parents, puisque moi j'étais encore très jeune et que je me voyais déjà la future Jean-Paul Gaultier. Donc on avait essayé de beaucoup se renseigner. Et en première année, une fois que l'école avait déjà été payée en septembre, en totalité, ben là on a dû acheter ce mannequin par exemple, qui est un mannequin de la marque Stockman, qui est vraiment la référence du mannequin de couture. C'est du fait main, c'est une très très belle qualité. Donc en fait celui-là il est aux mesures de mon école, puisqu'elle fait éditer ses propres mannequins. Et de mémoire ça coûte quand même 600 balles, hein. J'étais obligée de l'acheter. Et alors ce qui a été dur, c'est que comme il y en avait à l'école, ceux qu'on avait achetés pour chez nous, on s'en servait pas. Vraiment pas beaucoup, hein. Par contre aujourd'hui on s'en sert beaucoup avec Noémie. Oh oui, je te pardonne de nous avoir ruinés. Après voilà, il a quasiment 10 ans ce mannequin. Et il a pas bougé, donc qualité exceptionnelle. Mais sur le coup, tu viens de payer l'école, on t'annonce 600 boules. Si t'as pas de machine à coudre, tu dois en acheter une, et celle qu'on te recommande est quand même à 700 balles. Moi j'avais mamie, elle était déjà dans ma vie, c'était justement la machine qui nous recommandait. Du coup, je suis très très contente de pas l'avoir achetée. Et l'autre achat qui m'a surprise, ça a été d'acheter les livres de modélisme. Alors ça c'est normal, on travaille avec une méthode. C'est mieux, surtout que ça nous permet de garder ça pour après, donc d'avoir des souvenirs de ce qu'on a appris, parce qu'il y a forcément des choses qu'on oublie. Et moi, mon école est éditrice, elle a sa propre collection de livres qui sont plutôt pas mal, je vous en ai déjà parlé. La seule chose, c'est que j'ai pas compris pourquoi je devais les acheter en plus en fait. Pourquoi c'était pas prévu dans le prix de l'école? C'est l'édition de l'école. Enfin, c'était quand même 80 €. Désolée, mais moi c'est pas passé ce genre de truc. Augmenter l'école de 80 €, on n'est plus à ça près. Mais psychologiquement, quand le premier jour on t'annonce que tu vas rentrer ce soir et que tu vas dire à papa, maman, eh ben il me faut un chèque pour ça, un chèque pour ça, un chèque pour ça, ou que tu vas le payer tout seul, parce qu'il y en avait plein aussi qui se payaient tout seul et qui là ont fait un peu la gueule, ça a été dur. Donc quand je suis arrivée en deuxième année, j'étais à la fois excitée de continuer ces études et un peu... j'ai pas le bon mot, j'avais pas encore de mots à cette époque-là pour dire mon état, mais j'étais plus très à l'aise dans ce milieu-là. Et parce que j'avais peur de pas y arriver, que je voulais vraiment me conformer à ce qu'on attendait de moi pour être sûre d'aller jusqu'au bout, etc. J'ai commencé à gommer ma personnalité. Alors c'est moi qui ai fait ça, mais en fait j'ai pas supporté la pression qu'on me mettait. J'ai vraiment pas supporté d'être critiquée sur les sujets qu'on critiquait en fait. J'étais souvent déstabilisée qu'on puisse se permettre de juger ce que je faisais de cette manière, parce que pour moi tout ce qui est créatif c'est très difficile de poser un jugement. Tu peux dire que t'aimes pas, mais dire à une gamine de 19-20 ans putain mais c'est super ringard, enfin, comment veux-tu avoir de l'avenir quand elle a sacrifié beaucoup de choses pour en arriver là, moi j'ai trouvé ça violent, vraiment. Je sais par exemple que Noémie, qui était avec moi, ne l'a pas vécu de la même manière. Je sais que j'ai plein de camarades qui n'ont pas vécu de la même manière, et je sais aussi qu'il y a plein de gens qui ont vécu ce que j'ai vécu. Donc en fait, voilà, c'est un milieu un peu particulier, et je commençais à mettre un peu le pied dans ce milieu-là. Donc, arrivée en deuxième année, j'ai changé de prof et de classe, et donc j'ai essayé de reprendre le rythme. Et du coup ça s'est encore accéléré, et alors la chance que j'ai eue c'est que je suis tombée sur une prof de stylisme qui était plus en phase. En fait mon premier prof, c'est pas qu'il était mauvais ou qu'il était nul, enfin c'est qu'on se comprenait pas. J'arrivais pas à progresser avec lui. Qu'en deuxième année ma prof était peut-être plus dans mon esprit, je ne sais pas. Donc j'ai fait un énorme pas en avant en stylisme, et je la remercie sincèrement pour ça.
Mais par contre au niveau style, je me suis complètement perdue, j'ai commencé à faire des choses qui me ressemblaient pas, comme... Déjà on voit que j'ai fait une progression sur la mise en couleur, les silhouettes, bah, elles commencent un peu plus à ressembler à un truc, et j'ai trouvé une super technique, c'est que je fais plus de visage. Quelque chose qui va me suivre jusqu'au bout, vous allez voir. Par contre, là où on peut rire, c'est que les trucs hyper volumineux comme ça, très longilignes, un peu pendouillants, avec du gris et du rouge, c'est pas moi. Croyez-moi, c'est pas moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas moi. Bon, bah je me suis perdue. Par contre, je constate que je me suis fait engueuler parce qu'il n'y a pas de visage. Effet de lourdeur alors que la veste est dans le flou. Ouais, bon bah moi j'ai l'impression de progresser, mais apparemment c'était pas le cas. Mais c'est l'époque un peu difficile. Alors, par contre, là où je progressais quand même, c'était sur l'univers. Je commençais à mieux me connaître. Donc, petit contexte, oui j'aimais beaucoup l'univers du sport et du sportswear, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. J'adorais travailler autour de la street culture, je suis une grosse fanat de street art, donc je commençais tout doucement à intégrer tout ça dans mon univers. On le voit avec les références que je prenais, et puis en fait le travail de matière c'est ce qui va devenir finalement ma signature, puisque sur tous mes dossiers et toutes mes réalisations, je retravaillais toujours mes tissus, donc c'est vraiment en deuxième année que j'ai enclenché ça, et c'est là où je me suis amusée, et c'est ce qui m'a fait tenir, puisque arrivé au milieu de la deuxième année, on a eu quelques départs d'élèves dans notre classe, dans notre promotion, et moi ça m'a fait douter, parce que je me sentais pas trop à ma place. C'était un rythme hyper soutenu, on bosse tout le temps, on a quasiment pas de vie sociale, vraiment on doit rendre des dossiers le lendemain, on travaille jusque 3h du matin, enfin c'est typique des écoles d'art, de design, mais ça, et en plus comme j'étais pas à l'aise, il y avait des moments où c'était dur de continuer à bosser alors que je me sentais larguée complètement. Mais je me suis accrochée parce que il y avait quand même quelque chose que j'adorais, c'était vraiment toute la partie modélisme où je m'éclatais à créer des choses. Et en deuxième année, on s'attaque à un dossier tonique, le tailleur. Alors ça c'est mon tailleur de fin d'année. Donc au début on apprend à faire un tailleur, tout ce qui est le plus classique, une veste tailleur, doublée avec épaulettes, avec poche passe-poilée, un pantalon, pareil au niveau du pantalon, on a fait le pantalon à plis, on a fait, on a fait plein de trucs, on a fait le jean aussi après je vois, mais on a vraiment travaillé les pièces dites les plus compliquées. Donc c'était tonique. Et puis moi c'était dur parce que c'est des pièces que je ne travaille pas, que je ne porte pas. Non, le tailleur c'est pas mon dada. Mais c'était quand même sympa parce que on a eu un dossier où on a dû en stylisme dessiner une collection de tailleurs. Donc si mon souvenir est bon, on devait prendre un créateur qui nous inspirait et un artiste. Donc alors le créateur, je vais vous montrer. Alors chez vous. Voilà. Donc, en créateur, j'avais choisi Henrik Vipskov, qui est un créateur danois si je me trompe pas, qui est l'un de mes créateurs préférés, avec Walter van Buren, donc je sais toujours pas le dire, quelle honte. Et il a été son élève, et vraiment, j'adore. Donc c'était très coloré, c'est un créateur de mode masculine initialement, du coup forcément ça me parlait vu que c'était la mode qui m'intéressait le plus. Et j'ai choisi de travailler sur Anne-Valérie Dupont, qui est une artiste plasticienne qui fait des trophées en tissu. Et ça me plaisait beaucoup de travailler autour de la thématique des animaux, qui est un sujet auquel je suis très sensible. Et en même temps, j'aimais beaucoup l'idée de travailler sur le trophée parce que je suis totalement anti-chasse. Et j'ai toujours eu envie de vomir quand je voyais des trophées de chasse dans des maisons. Et donc j'ai travaillé autour de cette thématique, mais j'avais envie de porter un peu ça en ridicule. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cet artiste. Donc on a dessiné une série de tailleurs. Voilà, je commence à progresser un peu en dessin quand même. Hein. Et par contre, un truc que j'ai jamais perdu, et je suis assez fière, c'est la couleur. J'ai réussi à toujours maintenir ce goût de la couleur parce que parfois on vous dit de travailler d'autres choses pour aller voir un peu ce que vous pourriez faire dans d'autres univers.
et moi j'y arrivais pas, j'ai jamais réussi à travailler le noir. D'ailleurs vous remarquerez qu'il n'y a jamais de noir dans mes vêtements, dans tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Là on est sur un gris foncé, mais ce n'est pas du noir, je ne sais pas travailler le noir. Et donc j'ai dessiné cette silhouette. Et c'est celle-ci qui a été sélectionnée. Donc en fait c'était un tailleur, donc veste et pantalon. Et en modélisme, pendant je ne sais combien de siècles, on a travaillé sur notre costume. Enfin notre tailleur, vu que le costume c'est pour l'homme. Oh là là. J'ai commencé par faire des essais de tête, parce que je voulais absolument qu'il y ait cette tête sur ma veste. Et en fait c'est la tête qui sert de fermeture. Je vais vous montrer ici. Hop, dépression, dépression, dépression. Et la veste s'ouvre. Donc voilà, d'abord j'ai fait plein d'essais comme ça, on a mis au point la veste tailleur qui moi est assez basique, j'ai pas beaucoup travaillé sur le volume de ma veste, par contre je voulais apporter cette tête là, et alors, sur le pantalon, il faut que je vous trouve, qui est là-bas, il y a le retour du tissu. Donc ici en fait, sur cette espèce de ceinture qui est en dessous de la vraie ceinture, c'est une fausse, c'est un effet d'optique. C'est des bandes de 8 cm de tissu que j'ai cousu, que j'ai fermé, que j'ai retourné à la main et ensuite que j'ai tressé. Donc j'y ai passé un temps de dingue, mais c'était vraiment ce que je préférais faire. Alors ça me fait rire aujourd'hui parce que c'est juste hyper épais. Et du coup c'est incohérent avec mon tissu, ma flanelle qui est hyper fine, hyper douce. Mais j'ai réussi et c'est passé. L'autre détail ici c'est que la braguette est de travers et que c'est voulu. Qu'est-ce que j'en ai chié pour mettre au point ça. Parfois vous dessinez comme ça, vous êtes là, oh c'est beau. Et après vous dites, ah je dois le faire en modélisme. Oh. Oui, parfois ça m'est arrivé d'avoir une idée, de me dire elle est pas mal, mais de pas la dessiner parce que je savais que je devrais la faire en modélisme et que je le regretterais. C'est fait. Voilà, voilà, voilà. Et après le tailleur, on a commencé ma partie préférée. J'ai mon chignon qui se casse la figure. Voilà. On a fait le sportswear. J'étais trop impatiente. Alors autant on était un peu scindés en deux, il y avait ceux qui avaient trop hâte de faire les belles robes de soirée, les corsets, et ceux qui avaient envie de faire du sport, et moi j'étais dans ceux-là. Donc on a fait pas mal de dossiers, et c'est là que j'ai commencé à m'éclater et que j'ai vraiment retrouvé le goût à aller en classe tous les jours, parce que fallait travailler des choses très techniques, et moi ce que j'adorais c'était vraiment imaginer des vêtements qui étaient pratiques, avoir des contraintes d'activité, de sport, de matière. Et donc par exemple l'un de mes dossiers préférés, j'avais travaillé sur le métro londonien qui était ma thématique, et j'ai dessiné toute une série de vestes et de manteaux. A priori c'était un peu de l'homme, je pense qu'on n'était pas obligé de faire de la femme à ce moment là. Et donc il y avait tout un système de poches, des doudounes, des surpiqûres, enfin, vraiment je me suis éclatée là-dedans. Et donc après ça on a fait un nouveau dossier qui a été celui où on allait faire une silhouette. Donc là je ne sais plus quelle était la thématique de ce dossier là. Ah, ça a été le début de mon travail autour de l'insecte, qui est quelque chose qui me fascine. Ah, j'ai cru que ça s'était arrêté. Et donc, j'ai dessiné entre autres, à l'envers, cette silhouette-là, qui est ça. Donc là, j'en avais fait plein, je vais vous montrer. Je travaillais autour du vêtement qui pouvait se moduler un peu, ça a été mes tout débuts dans cet univers-là. Donc on voit qu'il y a un travail de bandes, de lassage, de glissière pour pouvoir resserrer les vêtements, les transformer du coup en robe, en tunique, parce qu'on pouvait tout resserrer, etc. Donc j'en ai fait plein. Voilà. On continue à faire des dossiers avec les dessins techniques, donc c'est hyper basique hein, ce qu'on faisait à l'école, mais on nous apprenait à faire aussi des zooms sur les détails les plus importants de nos vêtements. Et donc moi j'ai réalisé ça. C'est pas ma plus grande fierté, mais j'étais hyper fière d'avoir fait du sportswear. Donc ici en fait il y a eu tout ce travail de petites bandes qui se décollent, donc ça se voit quand c'est porté sur un être humain. Malheureusement Clara ou Augustin, j'ai oublié son prénom, le porte pas bien. Pas terrible hein, franchement. Mais ça, je crois que ça a défilé aussi en deuxième année avec mon tailleur, mais je suis plus très sûre.
En tout cas, en deuxième année, on participait encore au défilé avec 1 ou 2 pièces qui défilaient. Donc, a priori, ça devait être ça, puisque ça, c'était nos créations, vraiment. Tada! Et, grâce à ça et à mon tailleur, j'ai pu passer en 3e année. Mais attention, la 3e année, c'est pas n'importe laquelle. Déjà, c'est notre dernière année. Donc, on est les grands de l'école. On a presque fini. On va devoir devenir de vrais adultes. Et dans mon école, on peut avoir une spécialisation. C'est ce qui m'intéressait particulièrement. Vraiment beaucoup. Puisque jusqu'à présent, j'ai appris à faire de la mode femme pour les femmes. Ça me passionnait pas. C'était pas ce que je voulais faire. Je rêvais depuis très longtemps, je sais pas depuis quand, mais depuis très longtemps, je voulais faire de la mode homme et je voulais faire du sportswear ou du sport. C'était précis. Donc à la fin de la 2e année, on a dû passer un jury, enfin devant un jury, c'est plus logique, pour présenter nos travaux de l'année, un dossier spécifique qu'on avait fait pour l'occasion, pour montrer que la spécialisation que nous on voulait faire, c'était la bonne. Et là, les choses se sont compliquées. Parce que moi, au prétexte que j'adorais la couleur et que je faisais pas des mecs baraques qui portaient du noir ou je sais pas quoi, on voulait m'envoyer en enfant. Moi ? Je suis une enfant ! Je peux pas faire de la mode pour les enfants. En plus, si on fait de la mode pour enfants, on doit être en contact avec les enfants. Et ce n'est un secret pour personne que je n'aime pas les enfants. Du coup, je me suis battue. Mais je l'ai fait, les gars. Je les ai convaincus de partir en homme. Alors, je crois que ça, c'est le dossier qui m'a permis de passer en mode homme, ou c'est le premier dossier que j'ai fait arriver en 3e année. Je suis plus très sûre de ça. J'espère que vous m'en voudrez pas. Par contre, c'est le dossier qui me rend le plus fière. Sachez-le. Alors déjà, au niveau de l'univers, on commence avec tout ce qui est concept. Je commence à imposer ma volonté de faire des choses plus responsables, plus écologiques et plus engagées sur la manière de fabriquer, les endroits où on fabrique et la manière dont on utilise à la fois les gens et les matériaux. Donc je commence tout doucement. Alors c'est utopiste, c'est un dossier étudiant, mais je suis assez fière de voir que c'était déjà présent à cette époque-là. Ensuite, le thème. Là, c'était totalement libre, notre premier dossier libre. Et on s'en va au Mexique voir mes artistes de street art préférés. C'est là-bas qu'il y a à peu près toute la concentration d'artistes que j'adore. Dont... bon, c'est pas hyper flagrant ici, en fait. Mais cet artiste-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et c'est sur lui que j'ai travaillé pour cette collection qui n'est pas la première. Oh, alors, je vous montre pas, mais il y a du Mika partout. Je préfère pas vous montrer, j'ai peur que vous baviez trop aussi. Alors, bon, je vais y arriver. Voilà. Allez. Et voilà mes nouvelles silhouettes, beaucoup plus masculines. Je me suis fait violence, hein, histoire de prouver que l'homme c'est pour moi. Donc j'ai travaillé sur cet artiste dont j'ai oublié le nom. Alors, sachez-le, moi j'oublie tous les noms. Je reconnais, hein, mais je retiens limite si j'oublie pas mon prénom parfois, donc... Bon, c'est autour des animaux, encore et toujours, des insectes, encore et toujours, et il y a de la couleur. Donc là, on essaie de faire évoluer un peu tout ce qui est dessin technique, mais c'est pas encore ça. Hein. Par contre, sur les silhouettes, finalement, je suis assez fière. Hein, parce que, attendez, je vous l'ouvre dans le bon sens, mais voilà, ça s'améliore. Donc ça c'est une collection que je n'ai pas réalisée en modélisme mais uniquement en stylisme et en tout cas qui m'a permis vraiment de faire de l'homme. Et ça je suis fière. Donc en 3e année, on a tout repris à zéro. Donc dans l'école que j'ai faite, à l'époque où je l'ai fait, parce que je crois que ça a changé, on pouvait faire soit de la femme, du coup ça devenait quelque chose comme... soirée, flou, corsetterie, je sais plus, mais en tout cas on poussait plus l'univers couture dans la femme, soit on faisait de l'homme, soit on faisait de l'enfant. Après il y a d'autres spécialisations dans l'école qui est basée à Paris, puisque mon école est implantée partout dans le monde, et il y a lingerie, il y a costume, et il y a maille, enfin bref, il y a plein d'autres spécialisations.
Moi c'était clair que je restais à Roubaix parce que j'avais pas du tout les moyens d'aller à Paris. On était déjà archi pauvres à cette époque avec mes parents parce qu'il y a plein de dépenses tout au long de l'année. Donc il y a ce que je vous ai raconté, le mannequin, les livres que chaque année on doit racheter puisqu'il y a des nouveaux livres à avoir. Moi j'ai dû tout recommencer aussi en homme. Donc c'est des frais qui arrivent, puis il y a tout le tissu, parce que tout ce que je vous ai montré ici, c'est, je sais pas, c'est peut-être 1/10 de tout ce que j'ai réalisé. Donc on utilise de la toile à patron, pagaille, du papier, on utilise des tissus, on nous fait tout le temps acheter des tissus suivant des thématiques. Donc quand on a fait le tailleur en 2e année, on était obligé de prendre des beaux lainages et ils nous poussent tout le temps à prendre des belles matières qui coûtent 20-30 € le mètre. Il faut en acheter 5-6 mètres parce qu'il va falloir faire des essais et on est sur la paille. Et ça c'est typique des écoles de design et d'art. Il y a plein de frais parce qu'il faut acheter des feutres, parce qu'il faut acheter plein d'autres choses en fait en plus de l'école quand elle est payante. Donc nous, à un moment arrivé en 3e année, on était un peu fatigués de dépenser de l'argent tout le temps. Mais j'étais quand même très contente parce que je commençais à apprendre ce que je voulais, c'est-à-dire la mode homme. Donc j'ai tout repris à zéro puisqu'il fallait que j'apprenne le corps masculin, les mensurations, à construire toutes les pièces de base et très vite, parce que ça s'accélère et vraiment le rythme il est super intense, on est passé au costume pour homme. Alors le costume pour homme, c'est vraiment le costume 3 pièces, le gilet, la veste et le pantalon. C'est un échec. Voici le pantalon que j'ai réalisé. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en 3e année, on est grand, on sait faire. Donc là, même si on a des contraintes où il fallait rester relativement basique dans ce qu'on faisait, on dessinait tous les modèles qu'on réalisait. J'ai donc commencé à installer mon envie de faire une collection sportive avec le pantalon que je vous montre là, qui a des poches qui se baladent, un tissu 100% teint à la maison, dans la baignoire, qui a gardé des traces. J'étais pas encore très à l'aise avec ça. Donc qui est dans un lainage insupportable qui gratte là au-dessus de mes collants. Je vous dis même pas comment j'ai envie de faire dégage le tissu. Mais c'est le pantalon, tout ce qui est plus basique, avec le gros grain et compagnie, c'est horrible. Je garde, enfin ici c'est une ceinture antidérapante, le gros grain c'est dans la veste. Mais voilà, hein, on est vraiment sur des pièces reloues à coudre. J'ai pas aimé le tailleur en 2e année, vous vous doutez que le costume, j'ai pas plus aimé parce que la mode masculine est un peu plus complexe, c'est plus technique à faire. Donc ensuite, il y a le gilet, voilà, le gilet. C'est l'occasion d'apprendre à faire des coutures en fourreau, quel plaisir si vous connaissez. Moi il m'a fallu 2 mois pour comprendre ça. Et je vais la montrer sur cintre, la veste dont je suis super fière, mais sachez que je suis incapable de la refaire. Voici ma veste de costume pour homme, qui a plein de détails sport que j'ai pu rajouter, mais il fallait pas trop modifier la coupe parce qu'on devait vraiment travailler le col, le veste. Donc ici c'est un... Bon, comment ça s'appelle déjà? Bon bref, on s'en fout. Donc on devait vraiment travailler la veste de base avec des poches passe-poilées, les découpes, les manches, enfin bref, on devait vraiment faire quelque chose d'assez basique, mais en tout cas ce qui est cool c'est qu'on commençait à pouvoir faire ce qu'on voulait quand même et à dessiner. Donc en stylisme c'était pareil, on commençait vraiment à pousser au niveau création. Moi je commençais à trouver un peu plus mon style en dessin. Et alors ça n'a rien de fou, mais je suis quand même super fière d'en être arrivée là, hein, sincèrement, parce que je partais de loin, vous l'avez vu au début de cette vidéo. Donc là encore, c'est mon prof de stylisme qui m'a énormément poussée, qui m'a vraiment aidé à retrouver mon style, à me retrouver, puisque 2e année j'étais un peu pré-paumée. Qui m'a vraiment trouvé des solutions. Par exemple pour les visages, il me disait si vous êtes nul pour faire des visages, n'en faites pas. Et en fait à cette époque je portais la coupe au bol. Oui, je portais la coupe au bol. Et du coup toutes mes silhouettes avaient la coupe au bol. On était en phase. Donc là typiquement c'est l'une des collections de costumes que j'ai dû faire en premier. Sur ce dossier là je me souviens on devait créer nos propres imprimés. On continue avec les dessins techniques. Par contre il se casse la gueule. Vous voyez, au niveau du style, on est là-dessus. Et j'avais dû dessiner... Ah bah, ils sont là, je crois. Ouais. Ah, ça, c'est les imprimés que j'ai dessinés. Ah, je suis pas graphiste non plus, hein, clairement. Et après ça, on a commencé notre collection. Puisque, en 3e année, pour avoir son diplôme, il faut réaliser sa propre collection. Alors,
je crois que c'est 3 panoplies. Donc une panoplie, c'est ce qu'un être humain porte. Donc ça va être son t-shirt, son pull, sa veste, son pantalon, son short, sa robe, sa jupe, suivant ce que vous faites. Et il me semble que c'était 3 minimum pour valider. Mais nous, on avait notre prof de modélisme, c'était le directeur de notre école, et c'était un super prof de modélisme. Alors vraiment, je m'entendais pas bien avec lui. Hein, humainement parlant, c'était très tendu entre nous. Oui, vraiment très tendu. Mais par contre, en prof, il était génial. Il m'a appris énormément de choses et surtout, il nous poussait. Alors, et j'ai des souvenirs d'être restée à minuit à l'école pour faire corriger des toiles où il me disait faut tout recommencer pour demain, vous passez à 8h. Je l'aimais pas. À ce moment-là, je voyais ma nuit qui faisait vite. Je me voyais dire à mon copain tu peux m'aider à couper pour gagner du temps. Le week-end, maman, tu peux m'aider à couper pour gagner du temps. Ah, la famille, elle est là, hein. Elle subit. Mais en tout cas, j'ai appris énormément de choses. Et donc, il nous avait vraiment poussé à faire plus. Et je pense qu'il nous poussait à faire 5 panoplies. Moi, j'en ai fait 6 qui ont défilé, si je ne me trompe pas. 6 ou 7, je sais plus ce qui avait été validé. Donc en stylisme, on commence vraiment très vite à travailler sur notre propre style, notre propre collection. Alors il y a une espèce de thématique générale pour chaque promotion, mais c'est des thématiques tellement larges que c'est un peu facile de rentrer ton univers dedans. Si je me trompe pas, nous ça devait être un truc comme Borderline, la thématique. Si c'est ça, mais donc en fait j'y avais pas du tout prêté attention. Moi ça faisait des mois que je réfléchissais à ce que je voulais, donc je voulais travailler sur le street art, je voulais faire une collection de sportswear en homme, j'étais en spécialisation homme, c'est pratique, et je voulais aussi travailler sur le rockabilly qui est un univers musical qui me fascine et que j'écoutais et que je vivais beaucoup à cette époque là puisque je passais beaucoup de mes week-ends en concert de rockabilly en France et en Belgique, donc je baignais là-dedans et j'avais envie de fusionner tous ces univers, mais clairement on m'a empêché de faire ça, c'était trop pour eux. Moi j'aurais adoré pouvoir pousser tout ça, parce que j'aimais bien mélanger les univers, comme j'aime bien mélanger les imprimés par exemple. Ce qui m'intéressait dans l'univers des insectes, c'est cet aspect très adaptable à la nature et aux risques, aux intempéries, etc. Donc les insectes qui vont changer de couleur pour devenir presque invisibles, ceux qui ont des carapaces qui peuvent bouger pour pouvoir se protéger, pour vraiment toujours dans un esprit de survie en fait. Et je trouvais ça fascinant. En plus, les insectes sont minuscules, ils sont magnifiques, ils sont précis, ils ont des détails, ils ont des couleurs, ils ont une force pour leur taille, pour leur univers, en fait, ils sont fascinants. Donc j'ai travaillé là-dessus et j'ai créé une collection qui était modulable. Je voulais vraiment que tous les vêtements puissent s'adapter aux aléas de la journée. Que vous n'ayez pas besoin de prendre 50 vêtements avec vous parce que vous avez sport, parce que vous allez devoir courir, parce que vous vous déplacez en vélo mais qu'après vous allez travailler, que vous voulez pas être encombré, enfin toutes ces choses-là. Alors, je mets le contexte avant de vous montrer. On est en école de mode, on est en 3e année, on va montrer ça à un jury de professionnels, on va essayer de se faire remarquer pour trouver du travail. Donc ce ne sont pas des collections qui sont portables, ce sont des collections qui sont là pour montrer ce qu'on est, ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de donner comme image, donc c'est poussé. Mes vêtements ne sont pas portables dans la vraie vie. C'est pour ça que personne les porte et qu'ils sont encore sous housse. Moi j'ai vraiment poussé mes concepts à fond sur la couleur, sur l'imprimé, sur l'adaptabilité, et donc voilà, je vous montre. Bon, le dossier commence à être un peu relou parce que ça commence à être grand. En fait, ça c'est un peu les inspirations au niveau des couleurs et des matières. C'est lourd. Moi j'ai travaillé les mailles qui sont vraiment la famille de tissus que je préfère, et mon tissu préféré de toute la terre, c'est le nylon. Donc pour vous aider, le kawaii. Toutes les matières imperméables, le coton enduit, les lainages enduits, les impairs, etc. Donc c'est vraiment les matières que j'ai travaillées. Et l'avantage c'est que j'en trouvais pour pas très cher, ce qui m'a un peu sauvé la vie, vu qu'il y avait beaucoup de pièces à sortir et que je travaillais les très grands volumes, donc il me fallait toujours beaucoup trop de tissu. Donc, ça c'est ce qu'on appelle un plan de collection.
c'est dessus il y a tous les vêtements que j'ai dessinés, puisque là on devait dessiner une collection, je crois qu'il fallait 50 ou 100 pièces, je sais plus, je vais pas les compter pour vous hein, les gars. Donc là il y a un résumé et ça permet en entreprise en fait d'avoir une vue globale sur tout ce qui va sortir sur la même saison et pour faire pour vérifier la cohérence, puisqu'en réalité dans une entreprise vous dessinez pas toute la collection, vous êtes juste sur un secteur qui peut être le pull, qui peut être le pantalon ou qui peut être l'enfant, enfin suivant la taille de l'entreprise, donc vous avez plus ou moins de largeur de gamme, donc ça permet de réunir et de vérifier que tout est cohérent, puisque dans un magasin quand vous proposez par exemple de l'homme, de la femme et de l'enfant, faut quand même qu'il y ait une logique, faut que ça soit harmonieux, faut que ça donne envie. Donc le plan de collection, et ensuite il y a les détails, donc les pseudo-fiches techniques, hein, c'est un truc étudiant, c'est simplifié, mais de sa première panoplie qui contient un manteau qui se transforme en sac, qui contient un t-shirt à manches longues et un jean. Et là, ce sont mes silhouettes. Les toutes dernières de ma vie, je n'en ai plus jamais refait depuis. Donc je vous montre rapidement. Allez, on continue. Ça, c'est une deuxième silhouette. Donc ici, vous voyez tout ce qui a défilé. Je vais vous les montrer juste après. Ça, c'est la veste que je portais au tout début. Oui, je sais, c'est un dessin, c'est pas... Donc voilà, on continue. Avant de vous montrer, du coup, dans ma collection, j'ai voulu intégrer un aspect très important qui était le street art. Et donc je me suis renseignée, j'ai cherché, j'ai fait le tour des fresques du Nord pour trouver les signatures d'artistes que j'aimais bien, que j'ai contactés. Il y en a 2 qui ont accepté de me faire des dessins, des illustrations sur mesure que j'ai imprimées sur mes doublures de tous mes vêtements. Et comme j'avais pas les moyens de faire imprimer mes tissus parce que c'était super cher, c'est toujours super cher et qu'il me fallait des métrages énormes, j'ai fait plein d'autres tests et c'est ce qui est hyper sympa en école de mode, c'est qu'on bidouille, on trouve des solutions pour transférer mes imprimés sur du tissu. Et en gros, c'est un de mes profs qui m'avait conseillé d'utiliser de l'acétone. Donc en fait, j'ai mes 2 imprimés fait sur mesure par les 2 artistes que j'ai imprimé sur des feuilles A3 comme ça, très contrastées en fait. C'est vraiment voulu qu'il soit très noir. Et ensuite, je collais mes feuilles sur mes tissus et je badigeonnais d'acétone et j'ai essayé d'autres machins là, de substances chimiques. Mais il me semble que c'est l'acétone qui a marché. Et tous les soirs sur mon balcon, je faisais ça puait, je m'intoxiquais. Mon copain de l'époque n'en pouvait plus parce qu'il le faisait aussi, évidemment. Mais du coup, toutes mes doublures en fait ont encore, même si ça commence à disparaître parce que c'est pas un truc viable, ont les imprimés à l'intérieur. Et ça, c'est un truc qui m'a énormément plu et qui m'a vraiment fait plaisir. Bon, là, ça a carrément disparu. Hein. Mais c'était hyper sympa, et puis surtout d'avoir des artistes qui acceptent de faire confiance à une étudiante, c'était cool quand même. Et après, quand j'avais fini de badigeonner tout ça, j'ai cousu. Donc, alors, faut se rendre compte, hein, pendant cette 3e année, vous faites des toiles. La toile, si vous savez pas ce que c'est, je la résume, et j'ai fait un article complet sur le blog, mais c'est coudre la version dans un tissu non définitif pour commencer à avoir le volume. Donc quand vous utilisez un patron de couture, c'est pour vérifier qu'il est à vos mesures et du coup l'adapter, puisque c'est très rare qu'un patron tombe nickel sur vous, c'est normal, personne n'est standard, on est tous uniques, donc il faut plus ou moins adapter, puis vérifier que c'est la bonne taille, etc. Donc moi je faisais des toiles puisque je faisais le patron, donc on fait des essais. Pour en arriver là, je pense que j'ai dû le coudre 5 ou 6 fois avant dans des tissus lambda, et quand c'était bon, je l'ai fait dans mon tissu définitif, enfin mes tissus puisqu'il y en a plusieurs. Donc pendant toute cette année, on fait des toiles avec nos profs qui nous guident, qui nous apprennent, et c'est là tout l'intérêt de faire une école de modélisme, c'est qu'avec les méthodes à l'écrit, vous apprenez à construire des bases. Moi j'utilise encore aujourd'hui mes méthodes pour apprendre vraiment toutes ces bases, mais c'est le prof qui vous apprend parce qu'en fait il y a toujours des erreurs, on ne tombe jamais juste du premier coup, ce n'est pas possible, et du coup ils nous apprennent à avoir l'œil, à comprendre, à savoir analyser d'où vient le problème, parce que bon, j'enfile une veste et puis je vois qu'elle plisse de partout. Ces plis disent il y a un problème, mais en fait c'est comme ça qu'on a appris à savoir où regarder, d'où vient le problème. Si ça plisse à cet endroit, c'est que ça veut dire
que la carrure est trop juste, que l'emmanchure est trop remontée ou est trop large ou est trop ronde, que la manche est pas assez emboîtée, trop carrée, trop arrondie, qu'on a oublié de mettre de l'embu dans l'épaule. Enfin bref, c'est vraiment ça qu'on a appris et c'est en 3e année que ça devient instructif parce qu'au début, dans les 2 premières années, on construisait et on avait les profs qui retravaillaient vite derrière parce qu'il fallait avancer. En 3e année, on est en solo, chacun fait sa collection, il n'y a plus de cours, il n'y a plus de moments où tout le monde fait la même chose, donc en fait on modifie, on essaie de s'arranger, quand on a vraiment besoin on va voir son professeur qui va venir corriger, donc on va le voir souvent hein, clairement, et c'est là qu'on apprend parce que c'est quand on fait plein d'erreurs que on se dit bon bah là faut que je trouve la solution, on fait des essais et ils nous apprennent vraiment à ouvrir un vêtement pour savoir comment le modifier parce que quand vous essayez que vous voyez que c'est, je sais pas, c'est trop serré, il faut ouvrir un endroit pour voir comment, une fois que c'est ouvert, comment le vêtement va se placer. Par exemple, typiquement, moi j'ai une carrure assez forte. C'est souvent ici qu'il y a des problèmes parce que je suis serrée. Donc je vais toujours ouvrir mon emmanchure et elle va s'écarter. Et c'est là que je vais voir un peu où est-ce qu'il manque du tissu, où est-ce que je dois modifier. Ça peut être pareil sur une jupe. On voit qu'elle est serrée, on va l'ouvrir à un certain endroit, on va voir que d'un seul coup le tissu va se remettre droit, va avoir son tombé. C'est pour ça qu'il faut respecter les droits fils, c'est indispensable. Donc c'est ce qu'on a fait pendant cette 3e année et on a réalisé toute nos collections. On commence avec la première pièce. Donc, je vous disais que moi j'ai travaillé vraiment le... Oh mais je vais la reculer. Du coup, ça c'est le tout premier, c'est la toute première pièce que j'ai faite et qui faisait partie de la collection qui a défilé à la fin de l'année. Donc c'est un perfecto, puisqu'à cette époque je tenais encore vachement à mon univers rockabilly. Mais c'est un perfecto sportswear avec des manches chauve-souris. Et sa particularité, c'est qu'il a 27 zips. La petite blague, c'est que j'aime pas coudre les zips et que j'en ai foutu partout. Des zips incrustés, passe-poilés, même des zips qui servent à rien. Des poches dans lesquelles on mettra jamais rien, mais j'adorais mettre des poches partout. Donc ça c'est vraiment la première pièce. Alors je vois qu'elle commence un peu à se défaire puisque le truc a été manipulé dans tous les sens et qu'il a un peu subi. C'est pas grave, c'est pas grave. A plus. Là, on a 2 de mes pièces préférées vraiment. Ce manteau qui a été le plus relou à mettre en forme, en fait, je vais vous montrer sur moi. Mais c'est un manteau XXL importable dans la vraie vie. C'est un peu le kawaii géant. Câlin, qui est bourré de poches et d'élastiques pour resserrer un peu partout. Et en fait, sa particularité, c'est qu'il y a tout un système de petits repères de couleurs comme sur les tentes Quechua pour pouvoir le replier parce qu'il se transforme en sac à dos. Et alors, il fallait être très pragmatique. Donc, il fallait que tous les espaces de poche qu'il y avait dans le manteau, et ben, ce soit des rangements qui existent aussi dans la version sac. Parce qu'il fallait que je voulais vraiment que la personne qui porte ça se dise je le transforme en sac, mais j'ai quand même accès à tout ce qu'il y avait dans mes poches avant, ou inversement. Donc, j'ai fait un sac avec plein de poches dans lesquelles on peut ranger exactement la même chose. Et du coup, le matin, il fait froid, on met son petit manteau, mais le soir, il fait chaud comme en ce moment, on a son sac à dos. Voilà. Et ça, j'en ai fait d'autres. Ceci est un manteau. Je vous l'ai montré tout à l'heure en dessin. Donc là, on est plutôt sur un sac de sport. Voilà. Mais une fois qu'on l'ouvre, qu'on bascule le zip de l'autre côté, oh, une doublure imprimée. Bon, faudrait tout ranger, mais là, on n'a pas le temps. Hein. Ça devient un manteau avec une capuche XXL, encore une fois. Ah, je vais y arriver, hein, les gars. Bon, bref. Je l'ai pas rangé, il fallait que je ferme le sac pour que ça marche. Et on a un manteau. Là, avec du tricot fait sur mesure par maman qui s'est éclatée à devoir tricoter en urgence parce que je lui disais, il me le faut pour demain, hein, s'il te plaît. Et elle était, oui, d'accord. Et mon prof disait, non, ça va pas, faut le refaire. Comment je le dis à maman? C'était ça, les discussions.
Donc voilà. Donc toutes mes pièces dites à manche, donc manteau, veste, transformées soit en sac, soit en pochette. Aussi pour que ça soit pratique à ranger dans la valise, dans le sac à dos, etc. Et après, il y a cette pièce. Mon bébé, mon pull de l'amour. Ce pull XXL encore une fois, qui était vraiment la pièce préférée en tout cas sur ma promotion quand ils regardaient ma collection, c'était ça qu'ils aimaient bien. Donc ici, je vous montre un peu plus près, c'est un tissu rayé. Ne jugez pas. C'est un assemblage, c'est un patchwork de carrés de 10 cm sur 10 de jersey rayé que j'ai coupé à la main. Hein. Que j'ai coupé aussi des carrés de watine de 10 sur 10. Donc la watine, c'est la matière un peu épaisse qui permet de rembourrer, qu'on utilise surtout dans l'accessoire. J'ai cousu ces carrés, un carré de tissu avec un carré de watine. Et ensuite, j'ai créé mon patchwork de carrés où il fallait toujours avoir les rayures qui se mettaient en perpendiculaire l'une aux autres. Enfin, moi ça veut rien dire ce que je dis, mais vous avez compris l'idée. Et j'ai créé un énorme métrage pour pouvoir créer ce pull XXL qui est 100% doublé. Parce que, je vais vous montrer l'intérieur vu que je n'ai jamais fermé la manche par flemme et qu'aujourd'hui c'est très pratique. Hop, ma petite manche. À l'intérieur, c'est un peu le bordel mon tissu. C'est un peu ça. Voilà. On a bien chaud dedans, hein. Croyez-moi, on ne meurt pas de froid. Donc ça fait partie des pièces que j'ai adoré faire. Mais il y en a une autre, vraiment, que j'ai adoré faire, non, que j'ai détesté faire, mais que j'adore quand même aujourd'hui. C'est toute ma série de salopettes. Et je suis petite, hein. Alors, mes salopettes, elles avaient plein de poches, évidemment. C'était dans un jean que j'avais fait teindre sur mesure à la bonne couleur parce qu'il est légèrement orangé. Donc j'étais allée dans une entreprise à Roubaix pour faire teindre mes tissus. Et en fait, à l'arrière de ma salopette, il y a le sac intégré que l'on va retrouver sur d'autres pièces, comme par exemple, je crois celle-là. Oui. Donc ça, c'est un manteau avec une manche pas sortie. Et derrière, il y a le sac à dos intégré. Alors évidemment, mettez pas votre pack d'eau hein, là-dedans. Ça va être un peu lourd. Mais vous comprenez l'idée, quoi. Toujours les insectes, etc. Donc, en fait, c'est tout ce que j'ai sorti. Voilà. Mais ça, c'était ma collection. Et elle a défilé pendant le dernier défilé de mon école. Donc cette fois-ci, on est un peu fiers parce qu'on a quand même 4, 5, 6 personnes qui portent tous nos vêtements. Donc là, ça se remarque. Vous avez papa et maman qui sont là, oh, c'est ma fille, c'est ma fille. Et tous les autres qui s'en foutent, mais c'est pas grave parce qu'ils attendent leur enfant aussi. Mais voilà. Moi, j'étais un peu émue et tout. Même que j'avais été publiée dans un magazine, je sais plus lequel, WAD, ouais, WAD, je crois. J'étais un peu fière quand même. C'est un petit moment comme ça. Et après ça, c'était fini. J'avais fini l'école. Eh bien, j'étais très contente moi d'avoir terminé. J'étais fatiguée comme toute ma promotion parce que ça a été 3 années très très intensives. Surtout la dernière année, elle est hyper stressante. Hein. On met quand même un peu notre avenir en jeu puisque cette collection, en plus de défiler, en juin, elle est présentée à un jury de professionnels. C'est notre examen de fin d'année. Donc on a créé un mini stand avec toutes les planches que vous voyez dans le fond, qui sont les présentations de la collection générale. On avait tous trouvé un pote ou une pote qui voulait bien faire la potiche pendant une journée et porter notre vêtement sans bouger comme ça. Ah, ils adorent. Et donc en fait il y avait 150 personnes du monde de la mode qui peuvent être des créateurs, des commerciaux, enfin vraiment tous ceux qui gravitent dans cet univers qui viennent et qui jugent. Donc pendant une journée vous répétez votre discours que vous avez appris par cœur pour présenter votre collection. Donc moi je passais mon temps à transformer les sacs en manteaux et inversement et ils nous jugent, ils nous donnent des notes et puis après c'est un peu eux qui décident si vous avez votre diplôme ou pas. C'est un peu stressant quand même. Donc on fait ça et puis en fait l'intérêt c'est quand même de se faire remarquer par des entreprises et peut-être avoir une proposition d'emploi. Bon ça arrive pas souvent, clairement il n'y a pas de boulot dans la mode, justement. Moi
après mon défilé. Le lendemain, j'ai déménagé à Paris parce que j'avais trouvé un stage dans un bureau de tendance, donc c'était vraiment ce qui me faisait rêver. Je faisais mon stage dit de fin d'année, qui était celui qui allait définitivement valider mon diplôme. Je devais y rester 3 mois minimum. Et la chance m'a souri puisque je suis tombée sur une connasse en maître de stage. Il y avait toute une équipe sympa et elle, et moi je suis tombée sur elle. Et j'ai pas du tout aimé mon stage parce que en fait elle m'oubliait la plupart du temps. Donc je me pointais au bureau et elle avait oublié de me dire qu'elle partait en Chine une semaine et donc je n'avais rien à faire et personne n'avait rien à me faire faire. Je m'ennuyais profondément. Elle m'a appelée numéro 3 pendant 4 ou 5 mois. Très flatteur. Elle m'a expliqué qu'il fallait que j'arrête de bouffer parce que je pouvais pas être grosse dans la mode. Elle était charmante. Si on oublie le fait qu'elle était plus grosse que moi, bon, hein. Mais elle avait l'âge, moi j'étais jeune, donc je devais la fermer. Donc voilà, mon stage c'était pas un gros kiff et après ça j'ai essayé de trouver du boulot. J'ai travaillé dans la mode, j'ai travaillé dans la lingerie, j'étais un peu modéliste freelance en fait, et après j'ai travaillé dans la lingerie pendant un peu moins d'1 an et après ça j'ai abandonné la mode parce que je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. C'était pas du tout, ça allait pas avec ma personnalité. Vivre en ville, c'était pas mon kiff. Vivre à Paris, encore moins. C'était cher, c'était un rythme qui m'allait pas. J'avais des envies de nature, j'avais des envies d'indépendance et j'ai réalisé que je ne voulais pas être salariée, que c'était pas mon truc et que j'avais envie de revenir à ce que je faisais avant. C'est-à-dire que quand j'étais ado, j'avais plus ou moins créé ma marque et c'est comme ça qu'un jour j'ai lancé mon blog. J'avais envie de m'aérer la tête, j'ai lancé Couture Débutant. Après, j'ai lancé ma marque de patron, Petit Patron, et aujourd'hui, je suis super contente parce que mes études ont été difficiles à gérer, l'après a été vraiment dur pour moi, je suis tombée en dépression, j'ai mis 2 ans à me sortir en fait de cet état d'après-études mêlé à j'étais pas dans le bon univers, j'avais pas supporté les comportements de certains adultes auxquels j'avais été confrontée pendant ces périodes-là, que ce soit à l'école ou dans le travail. J'étais pas faite pour ça, enfin vraiment c'était pas mon truc, donc ça allait pas. Et au bout d'un moment, je me suis bougée. Et aujourd'hui, je suis super fière parce que j'ai monté l'entreprise que je rêvais de monter. Je suis indépendante et je fais ce que je rêvais de faire. C'est-à-dire que je crée des vêtements, je crée des accessoires, je crée des patrons, je couds tous les jours, je partage avec vous tout ça. Et mes études n'ont pas servi à rien parce que ça a été ma plus grosse inquiétude à un moment, c'est de me dire mes parents ont investi énormément d'argent dans une école et je trouve pas de boulot parce que la réalité elle est très dure, elle est très crue, c'est qu'il y a énormément d'écoles de mode aujourd'hui en France et dans le monde, mais il n'y a pas beaucoup de boulot. On n'a pas besoin de 50 stylistes pour faire une collection, on n'a pas besoin de 50 modélistes, donc c'est un milieu qui fait rêver, comme souvent dans les milieux artistiques, c'est vraiment des univers qui donnent envie, mais il faut pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de boulot, et donc c'est pas évident de faire sa place. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent, il y a grosso modo environ 20% d'une promotion qui travaille dans la mode après. Il y en a, ils se sont plantés, ils ont juste changé d'univers, et puis il y en a qui n'ont pas trouvé, il y en a qui se sont pas plu, comme moi, je me suis juste pas plu, donc j'ai bifurqué tout en restant dans l'univers qui me plaisait. Donc je réponds en fait là à une question qu'on me pose souvent, est-ce que c'est judicieux de faire des études dans la mode? Je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire parce que je suis l'exemple même de l'entêtement. Je voulais absolument faire de la mode, tous mes proches m'ont déconseillé, ils étaient très inquiets sur le fait qu'il n'y ait pas de boulot, que ça soit un univers un peu cru, que je m'y plaise pas forcément, etc. Ils avaient totalement raison, mais j'y suis allée quand même. Je me suis pris des claques qui m'ont aussi donné beaucoup de force aujourd'hui, mais en fait je me suis entêtée et j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Donc c'est possible, ça demande plein de sacrifices. Moi en l'occurrence ça a été de travailler pendant 4 ans sans jamais avoir de salaire pour construire tout ce que j'ai aujourd'hui, et aujourd'hui de ne pas du tout gagner ma vie extrêmement bien, mais de faire ce que j'aime. Donc en fait ça dépend de ce que vous voulez. Si vous êtes un adulte et que vous voulez faire une reconversion et que pour
vous le salaire est important, clairement c'est pas la voie la plus porteuse. Mais si vous voulez juste faire votre passion et le reste ne compte pas, pourquoi pas. Si vous avez 15 ans et que vous vous voyez avec un salaire de cadre, pareil, abandonnez. On est mal payé dans ce milieu-là. Quand je dis qu'on est mal payé, c'est que j'ai des amis, si c'est un prix, ils sont encore au SMIC. Pas tous, mais ils sont un peu au-dessus, mais pas beaucoup. Hein, on s'emballe pas trop. Y a des gens qui sont bien payés. Jean-Paul Gaultier, mais il n'y en a pas 50. Voilà. Donc, faites ce qui vous plaît, mais dans tous les cas, quand vous devez choisir soit une reconversion, soit votre avenir, renseignez-vous vraiment sur les débouchés, parce que ça peut être très violent quand on sort de son école, qu'on a sacrifié du temps et tout, et de se dire « Putain, c'est dur de trouver du boulot. C'est une époque qui est pas facile, mais rien n'est impossible. » Donc, réfléchissez, calculez, et surtout, croyez en vous. C'est le plus important. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience si vous aussi vous avez été étudiant en mode, comment vous l'avez vécu. Je suis très curieuse. Sur mon blog Oh et puis je vous ai parlé de tout l'aspect psychologique, je vous mets la liste des 3 articles que j'ai fait là-dessus. C'est pas très gai hein, cette série-là, mais en tout cas moi j'ai eu besoin de partager aussi tout ce que j'ai vécu sur le plan psychologique. Donc, racontez-moi comment s'est passé vos études, racontez-moi ce qui vous intéresse le plus dans l'univers de la mode, et dites-moi si vous voulez que je vous raconte l'après-école, puisqu'il s'est passé plein de choses entre ma sortie d'école et la création de mon entreprise. Donc si vous voulez la suite, dites-le moi. Et je vous laisse à très vite. Pensez à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce bleu.